Merveilleux. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Parvenir à initier ça sous Clovis, elle était très visionnaire. Le Maine-et-Loire et par extension l'Anjou n'ont été rattachés qu'en 1259 au royaume de France et deviennent définitivement domaines royaux en 1480. Ah bon? Bonjour, bande de jeunes guéridons. C'est Quentin. On se retrouve aujourd'hui pour un second extrait de notre chère et tendre littérature. Et quoi de mieux que cette période faste de confinement pour parler des Misérables. Notre extrait du jour est donc tiré du roman éponyme de Victor Hugo. Mais qui est donc cet homme au nom aussi mystérieux qu'une enseigne de malbouffe américaine représentée par un clown? Victor Hugo, de son nom complet Victor Marie Hugo, né le 26 février 1802, ou le 7 Ventose de l'an 10 selon le calendrier républicain alors en vigueur, à Besançon. Enfant fragile et benjamin d'une fratrie de 3 enfants, il passe son enfance à Paris, bien qu'il accomplisse régulièrement des voyages à Naples et en Espagne au gré des affectations militaires de son père, alors général d'Empire. C'est durant un de ces voyages qu'il passera par le village d'Hernani, lieu qui, des années plus tard, lui donnera l'inspiration pour une de ses plus célèbres et des plus controversées pièces, Hernani. Simple, non? À partir de 1813, Victor Hugo réemménage à Paris avec sa mère, celle-ci entretenant une liaison avec un autre général d'Empire, le prestige de l'uniforme, n'est-ce pas? Qui deviendra d'ailleurs le parrain et le précepteur de Victor. Celui-ci commence à versifier dès 1815 en même temps que son entrée en pension. Il crée une revue littéraire en 1819 qui connaît un grand succès, lui permettant de vivre de sa passion et d'épouser au passage Adèle Fouché, son amie d'enfance, en 1822, un an après la mort de sa mère. Adèle donnera 5 enfants à Victor, dont une seule lui survivra, sa fille Adèle. Durant plusieurs années, la famille change régulièrement de lieu de vie, échangeant avec beaucoup de grands de ce monde comme Lamartine, Mérimée, Delacroix ou encore Musset. Durant cette période, Hugo écrira de nombreux poèmes et romans, comme Cromwell en 1827 ou Notre-Dame de Paris en 1831. Sa vie amoureuse est quelque peu tumultueuse. Il prendra de nombreuses amantes au cours de sa vie, la plus célèbre étant Juliette Drouet qu'il rencontre en 1833. De 1830 à 1843, Victor Hugo ne produira presque exclusivement que des œuvres théâtrales, les plus célèbres étant Hernani en 1830 et Ruy Blas en 1838. Il accède à l'Académie française le 7 janvier 1841, en remplaçant un de ses principaux adversaires littéraires, Nepomucène Le Mercier. Comme quoi, les noms à l'époque avaient une autre gueule que les Kevin et Kimberley d'aujourd'hui. Polémique! Sans transition, en 1843, sa fille Léopoldine meurt noyée dans la Seine suite à un tragique accident de barque. Hugo, dévasté par la nouvelle, écrira plusieurs poèmes, dont le très célèbre Demain dès l'aube. Il cessera ensuite toute production écrite entre cette période et 1851, date de son exil suite à la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. Vivant quelque temps à Bruxelles, puis rejoignant l'île anglaise de Jersey, il termine son exil à Guernesey, autre île anglo-normande. Durant toutes ces années d'exil, de 1851 à 1870, il sera un farouche adversaire de Napoléon III et du Second Empire, écrivant notamment de nombreuses œuvres comme Les Châtiments en 1853, textes anti-impériaux, Les Contemplations en 1856, qui est un recueil de poèmes, et Les Misérables en 1862, dont l'extrait du jour est tiré. Au lendemain de la défaite de Sedan face à la Prusse, Victor Hugo revient à Paris et participe activement à la défense de la ville au service du gouvernement provisoire. À la suite de la proclamation de la Troisième République, Victor Hugo devient député de Bordeaux en 1871 et assiste à la commune de la ville de Paris, qu'il condamne autant que sa répression. Est-ce qu'on ne l'avait pas fait de l'autre côté? Quoi donc? Ah, puis n'en parlons plus. La fin de sa vie est marquée par la publication de nombreux ouvrages qu'il a écrits durant son exil et qu'il publie ainsi plus régulièrement et plus librement que sous la censure impériale. Il s'occupe également de l'éducation de ses 2 petits-enfants et reçoit de nombreux hommes de lettres et hommes politiques durant cette période. Il meurt finalement le 22 mai 1885 et est inhumé au Panthéon, où sa tombe se trouve toujours aujourd'hui. Victor Hugo a été un homme passant par tout le spectre politique au cours de sa vie.
D'ultra-royaliste, il passe ensuite représentant de la droite conservatrice, puis en passant par la case libéralisme, devient réformiste et se rallie à la monarchie de Juillet. Partisan du duc d'Orléans, il soutient ensuite Louis-Napoléon Bonaparte pour appeler aux armes contre lui 3 ans plus tard, et enfin rejoint les rangs de la gauche à l'issue du Second Empire. Anticlérical, profondément laïque autant qu'il est croyant, il luttera farouchement contre la peine de mort et bien que discret sur le sujet, se prononcera plus ou moins pour l'abolition de l'esclavage et contre la colonisation. Il faut également considérer Victor Hugo comme un visionnaire sur certains sujets. Son utopie des États-Unis d'Europe, sa défense du féminisme ou encore son influence sur la création des droits d'auteur. Nous nous intéressons toutefois aujourd'hui aux Misérables, une de ses œuvres dont l'action se déroule durant le premier tiers du XIXe siècle, de la bataille de Waterloo en 1815 jusqu'aux émeutes de juin 1832. On y suit sur 5 tomes la vie de Jean Valjean, de sa sortie du bagne jusqu'à sa mort. Autour de lui gravitent les personnages de Fantine, Marius, Cosette, sans oublier les Thénardier, Gavroche ou encore l'homme de loi Javert. Tous ces personnages sont témoins de la misère de ce siècle, misérables eux-mêmes ou proches de la misère. Passons maintenant à la lecture de cet extrait, baptisé La charge des cuirassiers à Waterloo et se déroulant en 2 parties. Alors, accrochez vos éperons, préparez-vous, et chargeons ensemble dans le tumulte de ce fracas littéraire. Ils étaient 3500. Ils faisaient un front d'1 quart de lieue. C'étaient des hommes géants sur des chevaux colosses. Ils étaient 26 escadrons, et ils avaient derrière eux, pour les appuyer, la division de Lefebvre Desnouettes, les 106 gendarmes d'élite, les chasseurs de la garde, 1197 hommes, et les lanciers de la garde, 880 lances. Ils portaient le casque à écrin et la cuirasse de fer battu, avec les pistolets d'arçon dans les fontes et le long sabre épais. Le matin, toute l'armée les avait admirés quand, à 9 heures, les clairons sonnant, toutes les musiques chantant « Veillons au salut de l'Empire », ils étaient venus, colonne épaisse, une de leurs batteries à leur flanc, l'autre à leur centre, se déployer sur 2 rangs entre la chaussée de Genappe et Frischemont, et prendre leur place de bataille dans cette puissante 2e ligne, si savamment composée par Napoléon, laquelle, ayant à son extrémité de droite les cuirassiers de Milhaud, avait, pour ainsi dire, 2 ailes de fer. L'aide de camp Bernard apporta l'ordre de l'empereur. Ney tira son épée et prit la tête. Les escadrons énormes s'ébranlèrent. Alors, on vit un spectacle formidable. Toute cette cavalerie, sabres levés, étendards et trompettes au vent, formés en colonne par division, descendit d'un même mouvement et comme un seul homme, avec la précision d'un bélier de bronze qui ouvre une brèche, la colline de la Belle Alliance, s'enfonça dans le fond redoutable où tant d'hommes déjà étaient tombés. Il disparut dans la fumée, puis, sortant de cette ombre, reparut de l'autre côté du vallon, toujours compact et serré, montant au grand trot, à travers un nuage de mitraille crevant sur elle, l'épouvantable pente de boue du plateau de Mont-Saint-Jean. Il montait, grave, menaçant, imperturbable. Dans les intervalles de la mousqueterie et de l'artillerie, on entendait ce piétinement colossal. Étant 2 divisions, ils étaient 2 colonnes. La division Wattier avait la droite, la division Delord avait la gauche. On croyait voir de loin s'allonger vers la crête du plateau 2 immenses couleuvres d'acier. Cela traversa la bataille comme un prodige. Rien de semblable ne s'était vu depuis la prise de la grande redoute de la Moskowa par la grosse cavalerie. Muraille manquait, mais Ney s'y retrouvait. Il semblait que cette masse était devenue monstre et n'eût qu'une âme. Chaque escadron ondulait et se gonflait comme un anneau du polype. On les apercevait à travers une vaste fumée déchirée, çà et là. Pêle-mêle de casques, de cris, de sabres, bondissements orageux des croupes des chevaux dont le canon et la fanfare, tumulte discipliné et terrible. Là-dessus, les cuirasses, comme les écailles de l'hydre. Ces récits semblent d'un autre âge. Quelque chose de pareil à cette vision apparaissait sans doute dans les vieilles épopées orphiques racontant les hommes chevaux, les antiques hippantropes, ces titans à face humaine et à poitrail équestre dont le galop escalada l'Olympe. Horribles, invulnérables, sublimes, dieux et bêtes. Bizarre coïncidence numérique, 26 bataillons allaient recevoir ces 26 escadrons. Derrière la crête du plateau,
à l'ombre de la batterie masquée, l'infanterie anglaise, formée en 13 carrés, 2 bataillons par carré, et sur 2 lignes, 7 sur la première, 6 sur la seconde, la crosse à l'épaule, couchant en joue ce qui allait venir, calme, muette, immobile, attendait. Elle ne voyait pas les cuirassiers, et les cuirassiers ne la voyaient pas. Elle écoutait monter cette marée d'hommes. Elle entendait le grossissement du bruit des 3000 chevaux, le frappement alternatif et symétrique des sabots au grand trot, le froissement des cuirasses, le cliquetis des sabres et une sorte de grand souffle farouche. Il y eut un silence redoutable, puis subitement, une longue file de bras levés brandissant des sabres apparut au-dessus de la crête, et les casques, et les trompettes, et les étendards, et 3000 têtes à moustaches grises criant « Vive l'empereur !» Toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l'entrée d'un tremblement de terre. Les cuirassiers se ruèrent sur les carrés anglais. Ventre à terre, brides lâchées, sabres aux dents, pistolets au poing, telle fut l'attaque. Il y a des moments dans les batailles où l'âme durcit l'homme jusqu'à changer le soldat en statue, et où toute cette chair se fait granit. Les bataillons anglais, éperdument assaillis, ne bougèrent pas. Alors, ce fut effrayant. Toutes les faces des carrés anglais furent attaquées à la fois. Un tournoiement frénétique les enveloppa. Cette froide infanterie demeura impassible. Le premier rang, genoux en terre, recevait les cuirassiers sur les baïonnettes. Le second rang les fusillait. Derrière le second rang, les canonniers chargeaient les pièces. Le front du carré s'ouvrait, laissait passer une éruption de mitraille et se refermait. Les cuirassiers répondaient par l'écrasement. Leurs grands chevaux se cabraient, enjambaient les rangs, sautaient par-dessus les baïonnettes et tombaient gigantesques au milieu de ces 4 murs vivants. Les boulets faisaient des trouées dans les cuirassiers faisaient des brèches dans les carrés. Des files d'hommes disparaissaient broyés sous les chevaux, les baïonnettes s'enfonçaient dans les ventres de ces centaures. De là, une difformité de blessures qu'on n'a pas vue peut-être ailleurs. Les carrés, rongés par cette cavalerie forcenée, se rétrécissaient sans broncher. Inépuisables en mitraille, ils faisaient explosion au milieu des assaillants. La figure de ce combat était monstrueuse. Ces carrés n'étaient plus des bataillons, c'étaient des cratères. Ces cuirassiers n'étaient plus une cavalerie, c'était une tempête. Chaque carré était un volcan attaqué par un nuage. La lave combattait la foudre. Passons maintenant à l'étude de ce charmant extrait. Qu'en dites-vous ? Victor Hugo consacre à la bataille de Waterloo tout un livre des Misérables, le premier de la deuxième partie. Le lien avec le reste du roman est d'ailleurs assez léger. Le soir de la bataille, le baron de Pontmercy, le père de Marius, est sauvé par Thénardier, involontairement d'ailleurs, car ce dernier était en train de dépouiller les morts. Mais Hugo reconnaissait l'importance historique de cette journée, écrivant « Waterloo n'est pas une bataille, c'est le changement de front de l'univers ». On peut noter dès le début de l'extrait la tendance épique des hommes géants sur des chevaux colosses. Il est intéressant de noter d'ailleurs que Victor Hugo vouait une grande admiration à Napoléon, alors même qu'il considérait Napoléon III comme un tyran. Dans la suite de cet extrait, on peut voir de nombreuses allusions au châtiment, écrits des années plus tôt, et qui sont toujours en référence à Waterloo. Il montait, grave, menaçant, imperturbable, faisant référence à l'expiation, poème du recueil dans lequel Hugo écrit « Puis à Palan, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriante à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. » Il est marqué ici toujours la tendance épique et un certain paradoxe s'installe, celui de la force tranquille, du panache et de la gloire française. On se souvient tous du célèbre Merde de Cambronne ou encore de la fameuse phrase « La garde meurt mais ne se rend pas » prononcée durant la retraite française, et la monstruosité de la bataille et des armées en mouvement. Je cite « 2 immenses couleuvres d'acier », ce qui n'est pas sans représenter une allégorie de l'hydre, sobriquet attribué à la Grande Armée, de la même manière que Napoléon était surnommé l'ogre par la perfide Albion. Une autre référence que fait Hugo par rapport à la bataille est celle des épopées orphiques, une métaphore de la guerre entre le dieu Jupiter, peut-être représenté par Napoléon, et les titans de la 7e coalition, notamment l'Angleterre et la Prusse, principaux acteurs de la défaite de l'empereur. Il mentionne également les hippanthropes, autre nom donné aux centaures, créatures merveilleuses et mythologiques associées à la cavalerie française.
On peut noter que Victor Hugo n'utilise presque toujours que des références antiques et non bibliques, ce qui conforterait l'idée d'une vision non dogmatique de l'Église et une véritable séparation laïque de la société comme il le souhaiterait. Il parle toutefois de la bataille de Waterloo comme d'une vision infernale, où, je cite, « Napoléon voyait, en cet horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier », ce qui est à nouveau référencé dans sa description de la bataille dans Les Misérables, où l'âme durcit l'homme et se fait granit. On peut ainsi voir qu'au travers de cette bataille de titans, Victor Hugo nous délivre son admiration pour Napoléon, et pour une bataille qui, seulement 50 ans après, a déjà l'allure d'une légende. Encensant sans distinction français et coalisés, représentant ainsi l'humanisme de guerre, où tout homme est égal devant la mort, et ne tombant pas dans le nationalisme revanchard, exaltant un patriotisme de circonstance. Certes sans lien direct avec l'histoire des Misérables, l'auteur rendait ainsi hommage à un âge d'or français qu'il regrettait alors même qu'il écrivait ce roman sur une île ennemie de sa nation. C'est sur cet appel à la réflexion que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle aura mis un peu de temps à sortir, mais bon, vous comprenez le confinement. D'ici là, n'hésitez pas à la partager, ou à commenter, ou à aimer si elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, vous connaissez la chanson. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, et bonne lecture à tous.